comme on a peu de temps, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Nous assistons en ce moment à une accélération. On peut même parler d'accélérationnisme. C'est délirant, c'est flippant. Et tous ceux qui ont des enfants s'inquiètent d'autant plus. On a vraiment l'impression d'une sorte de fascisation des esprits, où on crée des tabous, des interdits, des éléments de langage imposés. On est facilement exclu de sa bulle sociale si on dérape, mais sauf qu'on dérape généralement sur la place de verglas, la plaque de verglas qu'on vous a mis sous les pieds. Et puis un raidissement lié à une forme de judiciarisation de tout. Ma chère Ariane, je vous passe la parole pour vous demander où est-ce que vous en êtes de vos observations là, un 13 mars 2024, et qu'est-ce que tout cela vous évoque, vous qui avez, parmi les tout premiers résistants, organisé des prises de parole publiques, notamment je me rappelle de cette inénarrable conférence à Lisbonne que vous avez fait au début de la gestion pandémique. Donc vous faites partie des tout premiers résistants à vraiment voir apparaître le phénomène. Qu'est-ce que tout ça vous évoque? Alors merci déjà pour l'invitation. Et alors, au-delà de moi, j'ai un petit groupe de travail en fait avec des personnes qui rejoignent pour réfléchir à ce dans quoi nous sommes depuis maintenant 2021. Donc, le terme totalitarisme, je l'avais posé en 2017. Dans les étapes, c'est important parce que c'est juste que j'ai une sensation, je vais parler un tout petit peu de façon personnelle, mais j'ai une sensation très étrange, c'est-à-dire que j'ai une sensation où je nomme des choses au moment où personne ne veut les voir, donc je me prends plein la figure, et puis après, quand les gens les voient, ils sont totalement oubliés ce qui avait pu se passer ou se dire. C'est très bizarre sur le plan psychologique. Donc, 2017, j'ai posé le terme totalitarisme par rapport au texte de l'OMS sur les enfants, parce que je voyais bien qu'il y avait un programme totalitaire. De toute façon, il suffit d'entendre standard pour l'éducation sexuelle. Enfin, qui veut standardiser notre sexualité? Je veux dire, c'est qu'un totalitarisme. Enfin, ça c'est incroyable. Et puis, donc, il est vrai qu'en 2020, j'ai annoncé que tout ceci nous mènerait malheureusement à une issue guerrière. Et à chaque fois que je dis quelque chose, j'espère fortement avoir tort, parce qu'on me reproche d'être pessimiste, mais néanmoins, il faut juste regarder. Donc, c'est ce paradigme, enfin, ce modèle d'analyse qui permet d'être prédictif. C'est pas moi, je suis pas une Sibylle. C'est Alors simplement un modèle d'analyse qui expliquez-nous permet d'être prédictif. justement le processus, parce que là on est sur le domaine d'autant plus intéressant justement qu'il a quelque chose de prédictif. Ça relève pas de l'intuition. Vous voyez se mettre en place un certain nombre de paramètres. Quels sont ces paramètres qui annoncent la fuite en avant? En fait, quand j'ai écrit en 2020, il y a deux articles notamment que j'ai écrits, un en avril-mai, totalitarisme sanitaire, c'est pourtant bien, et l'autre en août 2020 qui était le moment paranoïaque, le déferlement totalitaire. Et je donne tous les critères, notamment sur l'article du mois d'août qui est disponible sur mon site, je donne tous les critères qui permettent de repérer que nous sommes dans un moment collectif paranoïaque. Ça, c'est très important parce que chacun peut exercer son esprit critique, c'est ce à quoi j'encourage, mais j'encourage surtout à ne pas, ce qu'on ne boive pas mes paroles, au contraire, on regarde l'analyse que je donne, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas, est-ce que vous changeriez des choses, et tout ça c'est extrêmement constructif. Et donc cet article d'août 2020, il est extrêmement important, je pose ce mot-là, déferlement totalitaire, parce que je gère pendant une journée à me dire mais comment je vais appeler ce truc là qui nous arrive. Et je donne les critères, et je donne aussi les seules issues qui sont possibles pour nous. Mais ce que je sais, de par mon expérience professionnelle, quand je vois que ça commence à déraper sur un mode de harcèlement collectif, sur les bons citoyens, les mauvais citoyens, les bons employés, les mauvais employés, enfin c'est toujours les mêmes schémas, c'est que je n'ai jamais vu, à ma connaissance, de retour en arrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais je ne l'ai jamais vu. Et j'en ai vu des affaires en entreprise et des dossiers judiciaires. Et je continue de mener des expertises sur des dossiers de harcèlement. Donc, à partir du moment où le train déraille, il déraille. En fait, on n'arrive pas à le remettre sur les rails. Et c'est tout notre problème, il est là. C'est-à-dire que
quand ça commence à dérailler, on a beau alerter, les gens n'écoutent pas. Et quand ils écoutent, c'est trop tard. La maison est déjà en train de brûler. Aujourd'hui, elle est en Alors, train de ça brûler. nous... Donc, si on met le diagnostic aujourd'hui, elle est en Ouais. train de brûler. Alors, c'est un petit peu Nous inquiétant avons pour ce des qui est grands fous au pouvoir. de l'action. Parce qu'on a beau avertir les gens et ils sont enfermés dans ce paradigme, on pourrait employer le terme d'aliéné. Qu'est-ce qui fait qu'on est enfermé dans cette bulle, alors qui est faite de pas mal de choses, la perversion, la perversité, la perversion du langage, c'est-à-dire la manipulation du langage qui est de plus en plus asséché de son sens, quoi. C'est-à-dire qu'on vide, on déforme les concepts, on les vide de leur substance. On crée une espèce de langage parallèle très orwellien qui est voilà, une sorte de champ sémantique un peu magique qui a cette vertu incroyable, du moins cette force maléfique incroyable qu'il arrive à anesthésier pas mal d'esprits. Là-dessus, on a en combo, j'ai envie de dire, cette illusion du progrès, vous voyez, voilà, ce qu'on appelle évidemment la version pathologique du progrès, c'est le progressisme. Donc croyance dans un progrès ininterrompu, caractéristique de la modernité, et qui entre en pleine collision avec un monde qui vit une crise économique, crise sociale, environnementale, évidemment maintenant géopolitique, etc., et qui commence à être pris dans ses propres contradictions intrinsèques. Alors d'abord, pour ce qui est d'agir, on sait très bien qu'il faut évangéliser. Là, peut-être juste d'abord vous poser cette question, c'est comment on fait pour réveiller les gens quand on est dans un tel blocage, quand justement l'œuvre du totalitarisme fait que ça devient une psychopathologie généralisée. Comment on fait ? C'est la question que tous les psys devraient se poser et qui se posent jamais. C'est comment on fait pour lever le déni ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui voient, mais que ça arrange de ne pas voir. Enfin, voilà, on va dire, il y a des gens parce que c'est plus confortable, parce qu'on va se raconter d'autres histoires, mais dans le fond, ils savent. Il y en a, hein. On pourrait, sur le plan moral, les qualifier de lâches, si on veut. Mais il y a aussi une majorité, et surtout c'est celle-là qui nous préoccupe, de gens qui, face à la violence de ce qui se passe, ne parviennent pas à croire ce qu'ils voient. C'est exactement ce que dit Vera Sharaf, donc qui a préfacé à mon livre Psychopathologie du totalitarisme, qui est une femme absolument admirable, une survivante de l'Holocauste, qui sait ce dont elle parle, qui avertit, qui a réalisé un documentaire à son âge, c'est une femme âgée, et qui nous dit la problématique, c'est que les gens ne croyaient pas ce que les nazis disaient. Or, ils ont annoncé tout ce qu'ils faisaient et tout ce qu'ils allaient faire. Nous sommes exactement dans la même situation. Si on regarde la loi de programmation militaire sur laquelle Virginie Darault-Joreka et moi avons passé plusieurs mois à retourner tous les textes, vous avez quand même des gens et même des avocats qui viennent vous dire « Oui, mais il faut quand même ceci, cela. » Mais non, ce qui est écrit est écrit. Et à chaque fois, ça sert à quoi ? À banaliser la violence, à minimiser ce qui est en train d'être fait. Et l'autre point dont parlait le philosophe André Suarez aussi, c'est, et Günther Anders, c'est la population pense qu'ils sont fous. C'est vrai qu'ils sont fous. Ça, c'est de plus en plus visible quand même, hein, que là, il y a quelque chose dans... Et donc, la population va dire, mais ce sont des grands fous, ce sont des grands malades, et de toute façon, on n'a pas assez de prison pour qu'eux, etc., etc. Et donc, on ne les croit pas parce qu'ils sont fous. Mais en réalité, c'est parce qu'ils sont fous, c'est qu'ils sont extrêmement dangereux. C'est parce qu'ils sont fous. Et ils sont extrêmement dangereux parce qu'ils sont fous. Alors, si je puis me permettre, il y a aussi une forme d'adhésion, y compris dans le nazisme, parce qu'on voyait bien parmi les élites occidentales qu'il y avait une adhésion à une certaine vision du progrès. Ça, c'est très bien amené d'ailleurs par Chapoutot, un libre d'obéir, qui montre bien qu'il y a quelque chose en plus qui en subsiste. Une sorte de culte du management ultra précis dans lequel nous sommes préalablement, évidemment, vidés de toute humanité pour qu'on puisse presser le fruit de notre performance jusqu'au bout. Ça, quand même, ça subsiste. Et est-ce que ce n'est pas ça, précisément, qui s'accélère en ce moment ? Ou du moins, alors, ça, qui tourne au vinaigre, mais qui est d'autant plus prégnant. Ce que dans Psychopathologie du totalitarisme, j'explique par l'échelle du développement psychique. Il y a l'échelle
où on arrive plus ou moins à une structuration en temps normal. Et puis après, quand tout se désagrège autour de nous, ça ne tient plus. Et donc la question, quand ça ne tient plus autour de nous, la question c'est qui suis-je en tant que pilier quand la maison ne tient plus, quand les murs ne tiennent plus. Il reste des colonnes et les colonnes, elles sont rares et ça ne concerne pas tout le monde. C'est-à-dire qui est capable de tenir debout à un moment où ça ne tient plus debout dans la société. La majorité des gens régressent, ce que j'ai appelé la régression psychique. Une notion que j'ai créée il y a des années. C'est-à-dire régressent psychiquement vers quoi? Vers ce que nous considérons au niveau de la psychopathologie comme un rempart contre la folie, c'est-à-dire le sadisme, la perversion. C'est-à-dire l'hypercontrôle, la jouissance de l'hypercontrôle pour ne pas devenir fou. Donc forcément, il y a plein de gens qui vont devenir ça. Et mais là vous parlez des petits tyrannos et des sous-tyrannos, c'est-à-dire le fait que tout ça ruisselle aussi dans les étages inférieurs de la société. Tout ça, des grands aussi. Je pense que malgré tout, si on regarde, j'ai pas encore fait l'exercice, c'est juste intuitif ce que je dis, mais si on regarde les discours de certains membres du gouvernement d'il y a plusieurs années et leurs discours aujourd'hui, il y a quand même une certaine évolution, même une évolution dans la façon de se tenir, dans la façon d'être de plus en plus fou, en fait. Et donc il y a aussi une régression. C'est quelque chose d'individuel et de collectif à la fois. Alors, le moment totalitaire, c'est un moment où chacun est enfin libre de pouvoir exprimer toutes ses pulsions. Son petit sadisme, sa revanche, son ressentiment, sa frustration qui était mal digérée. On va enfin pouvoir s'en prendre à plus faible que soi pour se sentir fort. C'est ce moment-là. Et extrêmement dangereux. Alors maintenant que vous commencez un petit peu à me connaître et qu'on a eu des échanges en dehors, est-ce que vous pensez justement qu'il peut se produire une sorte d'éveil de l'intelligence collective, c'est-à-dire que quelque chose transcende une puissance intrinsèque au peuple puisse en effet être à un moment donné être une source au-delà de la simple dissidence de quelques esprits éveillés. Est-ce que vous pensez est-ce qu'à ce stade de votre analyse, vous en êtes arrivé à une forme de résignation, d'attentisme, ou vous pensez que rentrer dans la résistance aujourd'hui fait sens et que ça peut aboutir sur quelque chose? Alors, rentrer dans la résistance, ça fait sens de toute façon. Je veux dire, c'est un sens individuel, moral, pour une défense de l'humanité. De toute façon, ça fait sens. Maintenant, la question, c'est... je vais la résumer ainsi, si vous êtes d'accord. L'intelligence collective, c'est l'expression du vivant, c'est-à-dire de la pulsion de vie. On voit aujourd'hui que, je veux dire basiquement, avec des mots assez basiques, mais pour être très, très clair, on voit aujourd'hui que le projet, c'est un projet extrêmement mortifère. C'est que ça, en fait. C'est que des récits de mort, que ce soit des récits de guerre, d'avortement, enfin bon, en même temps que ça, quoi, d'euthanasie. C'est que des récits de mort. D'ailleurs, j'attire votre attention. Avec le champ lexical, si vous permettez aussi de tuer le vivant avant qu'il ne naisse, et pas simplement pour des raisons d'IVG, mais je parle aussi d'émasculation, de déféminisation autant que de dévirilisation. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on perd tous notre identité là-dedans. Oui, alors ça c'est typique de la psychose, c'est-à-dire que la psychose, vraiment c'est mon sujet, j'ai fait mon doctorat dessus, c'est la haine du vivant. C'est même une plante verte est insupportable. Donc, parce que ça bouge, parce que ça ne peut pas être contrôlé, en tout cas c'est la psychose paranoïaque, c'est vraiment insupportable. Donc, puisque le vivant s'est voué à mourir, autant faire qu'il meure avant de naître. C'est ça le paradoxe paranoïaque. Ce qu'on fait passer pour un contrôle pointu. Ce qu'on fait passer pour du progrès parce qu'il y a maîtrise. Parce qu'il y a une sorte de vision du monde transhumaniste en l'occurrence, puisque tout est dans l'illusion du contrôle et de la possibilité de nous transcender comme simple bipède humain. Donc, pour revenir à l'intelligence collective... Cette expression que vous avez fait rire, je ne sais pas pourquoi. Mais... je pense que c'est la circulation du vivant, c'est-à-dire essayer de sauver la vie. Voilà, sauver la vie.
sous toutes ses formes, mais la vie de l'esprit aussi. Le vivant, c'est pas que la survie biologique, la liberté humaine, c'est du vivant. C'est du mouvement, c'est du vivant, c'est quelque chose qui circule. Alors, ça, je pense qu'on va pas pouvoir l'éradiquer. De toute façon, quel que soit, et ça, je l'ai déjà dit, ça peut être ma note d'optimisme. Après, ma petite note d'optimisme rare, notons-le, donc, c'est que, malgré tout, si on regarde l'observation de cette planète, moi, j'adore l'agriculture, c'est une de mes activités. On regarde que ce n'est pas possible d'éradiquer le vivant. Point. Beau faire, même à Tchernobyl, l'herbe repousse. Donc ça, ce totalitarisme, il est contre nature. Et il ne sera pas plus fort que la nature, quelles que soient les, comme dit Missa, les dingueries qui sont mises dans les injections, quelque chose. Ça ne pourra pas éradiquer le vivant. Alors, on va pas. Par contre, retour à la réalité, on va se faire beaucoup de mal. On va se faire beaucoup de mal, là. Et on est entre les mains, à mon avis, d'un programme qui est un programme qui passe par la guerre pour engendrer davantage de contrôle. Et ça, je l'ai déjà dit, que ce soit ce qui se passe au Moyen-Orient, que ce qui se passe là, la sauce qui est en train de monter en Occident, voilà, vers une troisième guerre mondiale. Tout ceci est savamment orchestré, financé, à mon avis, dans les différents partis, comme d'habitude, parce que tout bien que les actionnaires ils retrouvent leur vie. Donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est que c'est toujours les peuples qui payent le prix de la facture. Mais cette facture, nous la payons parce que nous n'avons pas assez de vitalité. Alors justement, restons sur cette vitalité qui, seule, peut contrer ce régime mortifère. Pardon, je m'accroche vraiment à ma question qui se veut pragmatique, et pour qu'on ait tous une chance peut-être de dormir un petit peu mieux ce soir avec un peu de baume au cœur, je reste donc sur mon idée initiale qui est de voir comment est-ce qu'on peut se montrer pragmatique dans ce contexte. Collectivement, principalement, hein, parce qu'à un titre individuel, chacun aura une histoire passionnante à nous dire sur comment il développe sa résilience, mais comment est-ce que collectivement, vous pensez qu'on peut se sortir de ça ? Par le réveil des individus. C'est-à-dire que, alors ça c'est mon approche, c'est-à-dire qu'on ne créera pas de collectif, de groupe viable si les individus qui le constituent ne le sont pas. Donc on a vraiment deux sortes de groupes. On a des groupes avec des individus qui suivent un leader de façon moutonnière, parce que la plupart des groupes aujourd'hui... Voire fanatiques. Hein. Voire fanatiques, idolâtrés. Donc, que ce soit d'ailleurs dans la résistance, ceux-là, on peut les mettre à la poubelle, ça ne sert à rien. Nous sommes en train de reproduire exactement les mêmes mécanismes qui nous ont menés là où nous en sommes. C'est-à-dire que, pourquoi là où nous en sommes ? Nous en sommes là parce que nous n'avons pas été capables individuellement de faire barrage à l'érosion des interdits moraux, etc., etc. C'est individuel cette affaire. C'est pas on attend que c'est toujours le voisin, soit toujours le voisin qui intervienne comme quand il y a une agression dans le métro. Non, bon, on espère en priant que quelqu'un interviendra. Et tout ça c'est de l'abandon. Alors je me permets d'aller encore plus. Je reste sur mon obsession. Oui. Je me mets un petit peu plus en amont avec vous. Alors maintenant, oui. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut éveiller les individus? Alors, est-ce que, par exemple, moi, je me lève tous les matins et je me dis, il faut que j'arrive aujourd'hui à éveiller au moins une personne, lui faire comprendre qu'elle est en train de perdre ses repères. Enfin, concrètement, comment on peut faire, même si, pardon, ma question comme ça au débeauté n'est peut-être pas nécessite peut-être qu'on y réfléchisse plus, qu'on se prépare plus, mais honnêtement, ce soir, j'en aurais pas d'autres. Il se passe quelque chose là sur l'espèce où on a des gens particulièrement éveillés aux sujets sociétaux et politiques. Maintenant, ils veulent du pragmatisme. Ils veulent peut-être pas ce ne sont pas des solutionnistes idiots habitués à télécharger des applis sur leur portable et qui pensent qu'on va claquer des doigts, coup de baguette magique numérique ou un peu de bonne volonté et bam, s'en sortir. Non, non. Par contre, c'est vrai que y a une très forte attente de quelque chose qui ressemble à du concret, ou ne serait-ce qu'une piste, une aspiration, ne serait-ce qu'une aspiration, dans quoi il puisse se reconnaître et se dire, OK, je peux faire ma petite partie. Alors, OK, éveiller son individualité
individualité, enfin retrouver son individualité, une sorte de consistance intérieure, je comprends. Partez du principe que, notamment là, cette audience-là est quand même majoritairement peuplée par des gens ouverts et éveillés. Et d'ailleurs, ils ne vous écouteraient pas ce soir s'ils n'étaient pas là pour s'outiller intellectuellement, pour pouvoir d'autant mieux prolonger, vous voyez ce que je veux dire, vos travaux auprès de leurs proches. Maintenant, si vous aviez la possibilité de les inspirer dans une direction aussi concrète que possible, qu'est-ce qu'à l'aune de votre expérience et de vos recherches, vous aimeriez leur dire? Alors, pardon, je sais que c'est pas simple. Non, c'est pas simple parce qu'en plus, je n'aime pas du tout dire aux gens quoi faire. Donc, c'est Oui. quelque chose qui va contre ma nature. Ouais, donc mais disons ma question porte plutôt sur comment on se ressaisit de sa liberté, quoi. Disons que le mouvement intérieur pour se ressaisir de sa liberté, c'est son instinct de survie. C'est à un moment donné, si on laisse continuer des choses telles qu'elles sont parties, sans rien faire, ce dont on est sûr, c'est qu'on va tout perdre. Tout. Ces enfants. Donc, on continue à leur expliquer que tout est en train de s'écrouler. On leur dit, et puis on espère que ça les réveille. Alors, quand je dis l'instinct de survie, c'est à l'intérieur de soi, et ça permet de trouver les modalités singulières. Encore une fois, je vais reciter Hannah Arendt. Ce que craint le totalitarisme, c'est de ne pas pouvoir anticiper les actions des gens. Donc, il faut que ça soit spontané et singulier. Si on les anticipe... je retiens ça, spontané et singulier. Quelque chose qui ne rentre pas dans leur logiciel. Il est beaucoup plus pertinent qui ne rentre pas dans leur logiciel et qui n'ont pas pu anticiper. Donc, pour ne pas pouvoir l'anticiper, pour être le grain de sable, pour ne pas pouvoir l'anticiper, il faut que ça émane déjà de l'instinct, de la vitalité propre de la personne qui se réveille et qui se dit « Ah ben aujourd'hui, je vais aller à l'école et puis je vais aller voir les profs et puis je vais leur expliquer là, tout ce qui se passe, ce qui ne va pas. » Par exemple, sur l'éducation sexuelle avec les associations. Ça, c'est un individu particulier. Si on attend qu'il y ait la grosse association qui se monte avec Tartampion, Tartuffe et l'avocat en carton, et que ça soit eux qui fassent à notre place, on est sûr de ne pas y arriver. Et c'est souvent cette passivité-là qui est en train de nous tuer. Et je dis d'autant mieux que donc nous, on a créé Honest avec Virginie Darojorica, Laurence Kaiser et Katia Zontag. Mais souvent, les gens nous demandent, mais qu'est-ce qu'on... De façon passive. Donc, quand on est à la tête d'un collectif, déjà, on doit dire aux gens, n'oubliez pas que je ne peux pas le faire sans vous. Mais déjà ça, mais simplement, allez-y, vous, dans votre localité, dans votre concret, allez informer les gens sur ce qui se passe. Et au-delà de ça, trouver des solutions pour désobéir, être le grain de sable. Parce que là... Non, mais là où vous m'alarmez, enfin, j'étais malheureusement déjà dans un état psychologique pas terrible à cause de ça, mais vous enfoncez le clou et malheureusement, vous avez raison de faire le diagnostic, c'est que en effet, les gens sont dans l'attentisme. Comme si on avait forgé en eux une espèce de réflexe, enfin une sorte d'inhibition plutôt, parce qu'il n'y a plus de réflexe, et ils sont dans l'inhibition craintive. Incapable de sortir de ça. Moi, aujourd'hui, j'ai mis une vidéo sur LinkedIn, le temple de la bisounourserie, donc c'est amusant de parler politique là-bas. Et il y a une dame qui adhère au message, mais tout ce qu'elle trouve à dire, c'est la transcription écrite de la vidéo me fait mal aux yeux, il y a plein d'erreurs de syntaxe. Alors, je lui réponds, avec peu de moyens, on n'a même pas eu le temps de relire les sous-titres. Par contre, interdiction à partir de maintenant de vous plaindre, proposez votre aide et aidez-moi la prochaine fois à relire la syntaxe du texte. Et c'est marrant, j'ai réalisé un truc, je me suis dit finalement, en fait, on a tellement forgé le réflexe du petit consommateur aigri et jamais content. Et chloroformé. Vous voyez ce que je veux dire, que les gens sont dans l'attente, voilà. Donc c'est aussi hallucinant. Là, je donnais cette anecdote débile, mais je trouve très révélatrice, hein, la petite plainte, quoi. On voit un mec seul qui fait des vidéos dans son coin, on le fait chier parce qu'en gros, il y a 3 fautes d'orthographe dans le texte, complètement débile. En plus, je tiens à dire que la transcription était pas mal faite. Mais soit dit en passant, c'est ce qui se passe à l'échelle, par exemple, là, de nos communautés. Il y a un nombre incalculable de gens qui disent « Et maintenant, on fait quoi? On y va? On se réveille comment? Allez les gars, on se réveille !» Mais on se réveille, mais t'as un plan, bon sang? T'as un plan? T'as une idée? Non, mais on attend que... Et là, ça se termine dans notre boudin. Bon, et là, en fait, moi, quand j'ai la chance d'avoir des gens comme vous en face, je cherche des petites clés, vous voyez, des petits éléments de déclencheur, même si j'ai bien compris que du point de vue de votre culture, évidemment de psy, vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer dans un schéma qui est voilà, je vous trace un sillage, à vous de vous insérer dedans. J'ai bien compris. Mais je cherche à trouver les petits éléments de flamèche qui peuvent contribuer à faire l'étincelle.
En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, dans le diagnostic, effectivement, aujourd'hui, il est quand même assez alarmant. Et il y a effectivement la nécessité de réveiller, non pas pour que les gens suivent quelque chose, mais pour qu'ils se mettent eux-mêmes en action. Et ça, c'est extrêmement difficile. Il y a énormément de choses à faire. Je vais en dérouler des choses à faire. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que face au totalitarisme, quel qu'il soit, il ne faut surtout pas des grands groupes infiltrables. Je renvoie à mon article sur l'opposition contre les syndicats jaunes, je donne les mécanismes. Il ne faut pas de grands groupes infiltrables. Il vaut mieux plein de petits groupes qui agissent en mettant des feux un peu partout, on va dire. C'est une image, parce qu'il faut préciser que Oui, en ce sont quelque des sorte, des images. petites cellules indépendantes, quoi, Voilà, des des monades monades subversives. qui ne sont pas infiltrés, avec des gens qui se connaissent très bien, qui se font confiance, qui vont pas se faire exploser par le premier manipulateur venu qui sera envoyé par le pouvoir, qui ne sont pas identifiables. C'est beaucoup plus compliqué, en plus pour le pouvoir de taper sur tout le monde à la fois. Alors que s'il y a un gros machin, il suffit de taper dessus ou d'acheter ou de corrompre le leader et puis c'est terminé. Enfin, on le Enfin, voit tout le temps. là où je suis hyper inquiet, c'est qu'ils ont manifestement parfaitement anticipé que c'était ça Je sais, qui pouvait leur tomber sur le coin de la figure, puisque je maintenant, sais, le meilleur moyen de corrompre les petits groupes, c'est de s'assurer que même à l'échelle d'une famille, demain, vous pouvez avoir un gamin de 14 ans qui dénonce son père parce qu'il aura je sais. tenu un propos irrespectueux, considéré comme raciste ou peu importe. Donc là, en fait, même les petits groupes vont avoir du mal à se lâcher. N'est-ce pas la preuve qu'ils comprennent ce que vous dites et que, de Oui, par mais ils le l'entourage de savent très bien. consultants brillants qu'ils ont autour d'eux, ils se disent attention, peut-être qu'un jour ils vont comprendre que c'est ce qu'il faut faire, Si, donc si, il faut c'est les pour ça. infiltrer à mort et leur C'est pour pourrir la ça vie, qu'il y quoi. a l'histoire aussi de la délation anonyme, etc. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Là, on est Donc, mal il quand faut. même. Mais je sais qu'on est mal. Là, on Je est sais mal quand très même. bien. Putain. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo hier en disant, vous savez ce qui va vous arriver maintenant. Vous allez avoir des gens qui, pour justifier de ces plaintes, des policiers vont devoir débarquer chez vous et faire des saisies de votre matériel informatique. Et aujourd'hui, je me réveille et je tombe sur une info qui illustre ce que je disais hier. Évidemment, c'était en soi banal et je n'ai strictement aucun mérite, mais c'était drôle, à la fois tragique évidemment et drôle, de voir arriver bim bam le jour même. Hop là, on va dans une association en plus, excusez-moi du peu, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Et vous avez 11 personnes sur Paris, le 74, Lyon, qui sont en garde à vue, dont je tiens à le dire, hein, une famille, c'est-à-dire un homme et son épouse, qui sont le matin tôt, à 7 heures du mat, arrachés à leurs 4 enfants. Ils doivent donner un coup de fil en urgence pour que les enfants soient gardés. Et évidemment, je vous laisse imaginer le traumatisme des gosses. Voilà. Virginie Darrojo-Recchia, l'avocate, a vécu quand même quelque chose de similaire en 2022. Hein, 2022. Alors comment, Ariane, ça, vous pensez qu'on peut être résilient à ça ou ça signe notre fin? Est-ce qu'ils vont gagner sur cette base-là ou peut-être au contraire, comme j'ai tendance moi à le penser, à l'espérer, créer une capacité de résistance peut-être paradoxalement plus grande chez nous parce qu'ils vont vraiment commencer à nous énerver? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut avoir un effet Les deux, contre-productif de leur point c'est-à-dire, de vue? ce sont les deux, c'est-à-dire que il y a quand même une anticipation des destructions qui est colossale. Ça, c'est clair qu'on va avoir énormément de destructions, mais paradoxalement, ce sont ces destructions dans la vie réelle des gens qui, qui vont les réveiller. Est-ce que Donc vous ne là, en pensez fait, pas, ils sont en Ariane, train de tomber dans leur propre piège, qui est une forme d'hubris, et ils vont se prendre un mur Oui, à force d'aller trop loin, vous pensez? Ça, par exemple, c'est typiquement une ligne rouge dangereuse de leur point de vue aussi. je pense que les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense que nous avons les gouvernants que nous méritons. Et je vais dire cette phrase qui est douloureuse à dire, qui ne va pas m'attirer toutes les sympathies du monde, mais nous avons les gouvernants ou les cheffaillons parce que nous les laissons faire. Donc tant que nous n'aurons pas retrouvé une certaine forme de vertu et de courage, qui est de récupérer l'action politique locale, concrète, réelle, où nous arrêtons de laisser le pouvoir à des corrompus ou d'idolâtrie des figures qui sont infréquentables voilà, et manipulatrices, et nous récupérons. Et ça ne suffit pas. Et on avait eu ces discussions avec Slobodan Despot chez Étienne Chouard. Ça ne suffit pas d'écrire des lois. Il faut des gens vertueux pour les incarner. C'est tout. Il faut on peut avoir toutes les meilleures lois et constitutions écrites, si on veut.
si on veut. Alors, je n'entends plus. En, Ah oui, en pardon. somme, Est-ce que vous croyez au leadership dans une version relativement noble, vertueuse, ou Moi, j'ai est-ce que écrit un livre qui forcément tout s'appelle... leader, pour vous, risque de devenir un petit chef-faillon? Alors, non, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui est très important, qui est Psychopathologie de l'autorité. Très important comme livre, mais qui rappelle que les bons leaders sont ceux qui n'aspirent pas, en fait, à avoir le pouvoir, et même, ils s'en passeraient bien. Donc, puisqu'ils connaissent les responsabilités, la charge que ça implique. La problématique qu'on a, c'est qu'on a laissé se mettre au pouvoir des opportunistes, des médiocres, enfin, ils ne savent même plus parler français. Ces ministres, enfin, c'est effrayant. Des arrivistes, et qu'il n'y a C'est plus de probablement un contre-pouvoir. critère de recrutement, on est bien d'accord? Ah bah, Parce qu'il ne porte aucun ombrage au petit tyran qui est au-dessus d'eux. c'est sûr, c'est sûr. Alain voulait poser une question. Alors, à partir de maintenant, il nous reste 29 minutes pétantes. Je n'accepte que les questions de 10 à 15 secondes, bref, percutantes. Vous ne faites pas une conférence à votre tour, vous ne racontez pas votre vie, s'il vous plaît. Et tout le monde monte, je l'espère. Parce qu'on a trop peu de temps. Merci. oui, cher Ariane, si je comprends bien, les politiques d'aujourd'hui sont d'autant plus forts que nous sommes faibles. Et si je comprends bien, finalement, aujourd'hui, c'est surtout sur les réseaux sociaux que l'on trouve des gens qui sont éveillés, entre guillemets, à l'actualité et à ce qui se passe autour d'eux. Oui. Ouais, votre vision des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que, si on prend bien en considération le fait qu'on est quand même aliéné par eux, est-ce que c'est une arme qu'on peut utiliser comme arme de riposte aussi? En partie, oui. En partie, oui. En tout cas, sur les endroits qui nous sont encore accessibles en termes de liberté d'expression, c'est-à-dire plus beaucoup. Et oui, c'est ça. Ok, alors on enchaîne sur la question de Marc. Merci Fred. Donc Merci. vraiment une ligne, tout le monde, parce que comme ça j'essaye d'avoir tout le monde. Oui, il n'y a pas de problème. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. On n'a pas le temps des bonsoirs, la Ariane. question. Ok, ma question c'est, Ariane, pensez-vous que Macron est un pervers narcissique? Pouvez-vous développer? Merci. Très bonne question. Merci Marc. Alors, je pense... Coupe ton micro, Anthony. Il ne faut pas qu'il y ait de micro ouvert pendant que l'intervenant parle. Encore une fois, je pense qu'il est dangereux de mettre des étiquettes sur les gens. Donc je sais que tout le monde le fait, que c'est même l'erreur des débutants étudiants en psycho, c'est-à-dire on découvre le truc et on va dire bah lui il est parano, lui il est pervers, lui il est machin. Moi je raisonne en termes de processus et de discours. Donc je constate une aggravation claire et nette de l'état psychologique du président, oui, mais qui est pris dans des processus où il n'est pas le seul. Voilà. Ah pardon, donc, on a été quand pris c'est l'aggravation de l'état psychologique, je pense que c'est bien plus grave que la perversion. Alors, vous l'avez pas vu, hein, mais on a été pris d'une sorte de rire, presque fou rire nerveux, quand on réalise que mon président est en train de vriller. Je ferme la parenthèse, vous le verrez sur la vidéo, mais c'est vraiment un rire nerveux, je tenais à le dire. À toi, Anthony, une question brève et ensuite on enchaîne. C'était à toi, Anthony, donc tu peux débloquer ton micro ce coup-ci. Je crois que tu n'as pas l'habitude des spaces. Donc tu as un micro en bas à gauche, le petit bouton du micro pour pouvoir parler, Anthony, et poser ta question. En bas à gauche sur ton interface, tu as le micro. Anthony, 1, 2, 3, Anthony. Ok, ça sera plus tard. On va passer la parole à Simple. Salut Simple. Oui, salut à tous, bonsoir. Est-ce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les pouvoirs deviennent de plus en plus excessifs, etc., et virent vers une certaine forme de totalitarisme, est-ce que ça ne signe pas le chant du cygne et le fait qu'ils sont obligés de constater qu'ils ont perdu et qu'ils sont obligés d'aller de plus en plus loin, ce qui va entraîner leur chute de manière inéluctable? Très bonne question, merci. Oui et non, c'est-à-dire que je pense que, enfin, je vais donner ma réponse après, on peut obligé d'être d'accord avec moi. Je pense que c'est pas qu'ils ont perdu, parce qu'en fait, en réalité, ils ont rien perdu du tout. Ils ont totalement avancé sur le plan du contrôle des populations et de la soumission avec le Covid. Ensuite, là, il y a d'autres enjeux, et je pense que la guerre fait partie d'une tactique pour la mise en place
du gouvernement mondial. Pour moi, ils n'ont pas du tout perdu. Et pour moi, on pêche par deux péchés. C'est notamment un optimisme un peu trop rapide et surtout le fait de toujours croire qu'on a affaire à des incompétents. On n'a pas du tout affaire à des incompétents. Pas du tout. Donc, pour moi, ils n'ont pas du tout perdu, premièrement. Mais pourquoi la guerre? Eh bien, la guerre, c'est toujours la fuite en avant. Déjà, ça fait partie de la pathologie paranoïaque, c'est une pathologie guerrière en soi, hein. Mais c'est une fuite en avant qui va permettre d'effacer toutes les traces antérieures. C'est Une des petite crimes parenthèse peut-être sur la fantastiques. peur induite et sur ce qu'amène justement cette peur par la guerre. Quel est le bénéfice en termes d'ingénierie sociale pour eux? Encore une fois, la Ou sidération, le bénéfice la recherché, peut-être population, pas atteint. Mais... la sidération, la paralysie, mais surtout, ce qui est recherché aujourd'hui, c'est l'adhésion. Encore une fois, on ne peut pas faire la guerre s'il n'y a pas une propagande de guerre et une adhésion de la population contre un méchant. Alors une adhésion, vous voulez dire par là qu'il pose une sorte de nudge binaire, c'est-à-dire Oui. si vous êtes contre nous, vous êtes des lâches, si vous êtes avec nous, vous êtes étiqueté bon citoyen. Vous croyez que c'est ça le raisonnement de ce genre d'ingénierie? Moi, je pense que nous avons, nous tous, là, ici, maintenant, un biais. C'est-à-dire que nous avons un biais parce que comme nous sommes dans un microcosme qui va être effectivement Twitter, avec des gens quand même qui ont une conscience politique au sens large, on a l'impression que c'est quand même énorme et que c'est énorme ces discours, etc. Mais je pense que ça marche très très bien hein, sur la majorité de la population. La propagande de guerre anti-russe, hein, ça fonctionne très très bien. Même si c'est caricatural. Question Anthony, alors tout le monde a une phrase, il reste 25 minutes, donc je serai sans pitié. Une phrase, une question d'une phrase par personne, comme ça tout le monde peut la poser et dynamiser le débat. Anthony, si tu nous entends cette fois, débloque ton micro en bas à gauche, je vous bienvenue à entendais, toi. c'est juste qu'il y avait un problème technique. Ça marche. Question le politoscope exprimait la difficulté de réunir le collectif, mais pourtant, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des exemples où des hommes étaient seuls et ont réussi à faire la différence. Je pense à Mandela, je pense à Gandhi. À votre avis, est-ce que l'une des clés de la sortie, la porte de sortie, ça serait pas aussi de retoucher notre vraie force intérieure? Si, absolument. On peut même, avant tout ça, parler de David contre Goliath, c'est absolument ça. Pour moi, le groupe qui fonctionne, c'est celui où vous avez des individus qui sont autonomes. Sinon, il ne fonctionnera pas. Donc, ils n'ont pas besoin du groupe pour exister, pour être dans la... Donc, c'est un groupe qui va se constituer parce qu'on va être plus fort à ce moment-là entre individus autonomes, mais en respectant cette force, cette autonomie. Donc, oui, et c'est absolument indispensable qu'il y ait des actes héroïques individuels, c'est fondamental. Et ça peut être très puissant, bien plus puissant que des petits groupes. Moustache, ta question, bienvenue. Bonsoir. Ma question elle est simple. Des fois, j'imagine qu'ils ont un modèle pour chacun d'entre nous, en fait, qui a un modèle de l'être humain dans leur simulation. Quelles sont les caractéristiques qu'on peut travailler pour échapper en fait au modèle standard en fait? Merci. C'est très très intéressant comme question. Très intéressant. Je pense qu'il faut retrouver à la fois donc son instinct propre. Et c'est quelque chose qui est très très perdu en Occident. C'est-à-dire qu'on a affaire à une folie résonante hein, avec le totalitarisme. Ça résonne. On est inondé de discours, ce sont des diarrhées de discours. Excusez-moi pour la référence, mais puisque le Premier ministre nous parle de ses tripes, voilà. Et on doit retrouver l'instinct. L'instinct et après quelque chose un peu plus évolué que l'instinct, c'est l'intuition, mais c'est vraiment très important. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'anime, moi? Et donc, ça implique quand même de passer un petit moment avec soi. C'est pas du temps perdu du tout. On passe la parole à Romain. Ensuite, c'est Nelly et Georges. Bonsoir à tous, bonsoir Madame Bilran. Moi, j'avais une question avec plusieurs mots, des mots-clés. Est-ce que vous pensez que le concept d'intelligence des situations, d'empathie et de lucidité qui existe chez tout un chacun, et une forme de souveraineté intérieure,
qui, en se coagulant, pourrait être la solution. Ce que je veux dire par là, c'est que les minorités ont toujours fait l'histoire, et même si nous sommes minoritaires, nous ne sommes pas perdants parce que nous avons le mérite d'exister. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, bah, je suis d'accord. Après, le souci de toute façon qu'on va avoir, c'est que la minorité agissante et résistante n'est jamais celle qui va être intronisée après coup. Hein. Vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà tout un travail de récupération qui est en œuvre pour que le pouvoir ne sorte jamais des mêmes mains. C'est notre problème. Les amis, il nous reste 20 minutes, donc je passe la parole à Nelly pour sa question. Et je précise que techniquement, j'ai un problème avec Thierry et Alice. Je vous accepte. Vous ne montez pas, vous avez un bug, donc quittez X et revenez, s'il vous plaît. Bienvenue à toi, Nelly. Bonsoir Ariane, merci de votre présence. Très rapidement, je voudrais faire un pas, je voudrais revenir. Je suis totalement d'accord quand vous avez dit que les toutes petites individualités, et plus nous serons nombreux, chacun dans notre coin, et plus on aura d'impact, que le gros poisson est facilement mangeable. En fait, par rapport à ça, je voudrais faire un pont avec l'effet Rosenthal-Jacobson. Alors non, on ne peut pas faire d'exposé, c'est vraiment, je suis désolé Nelly, il y a trop... Non, juste Alors, très rapide, moins de 30 ouais. secondes, merci. Quelle toute petite action vous conseilleriez de mettre en place? Si on prend l'effet Jacobson et Rosenthal, quelle toute petite action, chacun d'entre nous à tout petit niveau, on peut mettre en place? Excellentissime question, non, merci Nelly. Dire non au moins une fois par jour à quelque chose de déshumanisant. Comme ça ne manque pas. Voilà, c'est une toute petite action, mais voilà. Alors, comment généraliser ça? Comment le rendre contagieux? Pardon, c'est ça que je veux dire. Comment le propager? La contagion, elle est par l'exemple. La contagion, elle est par l'exemple. C'est parce qu'à un moment donné, vous allez râler dans un magasin parce que on veut vous prendre, je sais pas quoi, votre température, j'en sais rien, un truc que moi j'ai pu vivre, que d'autres vont s'inspirer de cet exemple-là. Donc, il faut soi-même essayer de se dire comment je suis un exemple pour mes enfants, pour les autres, voilà, pour des gens. Alors moi, j'ai pas voulu me faire vacciner, mais à un moment donné, pour faire un certain rendez-vous, il a fallu que j'aille faire un test et je suis tombé sur une folle qui m'a fait rentrer le truc trop loin dans le nez. J'ai retenu son bras, j'ai dit vous n'êtes pas obligé de le faire comme une sadique. En plus, j'ai le nez qui coule, je suppose que si j'ai le virus, il est là-dedans dans ma morve. Et je lui ai dit vous êtes vraiment une bip à la dame, et je l'ai dit en hurlant dans le laboratoire. Je tiens à dire que une personne m'a rattrapé en courant, elle m'a serré la main et elle m'a dit merci monsieur. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut redevenir des exemples. Ne pas attendre à redevenir des exemples, en fait. De se tenir droit, de dire non à plein de choses. Il y a quand même un piège, Ariane, c'est que dès que comment dire, il est difficile, quand on est plaqué au sol par des agresseurs, de ne pas crier, de ne pas montrer une certaine colère. Et je trouve que dans la logique totalitaire, c'est-à-dire cette espèce de fascisation de l'atmosphère et des esprits, il y a une constante culpabilisation de cette forme d'animalité en nous qui surgit. C'est-à-dire qu'on nous ramène à la portion congrue de notre émotivité, de notre incapacité à nous tenir. Et j'ai l'impression qu'on a su habilement, même si c'est un phénomène subconscient de synchronicité en quelque sorte d'inconscient collectif, on a réussi à nous faire nous sentir vraiment minables si jamais on disait ce qu'on avait sur le cœur. Tant et si bien que la vidéo que j'ai mise en ligne il y a 2 semaines que vous aviez vue, vous avez vu, j'étais persuadé que c'était mon suicide social. Il y en a certains qui l'ont utilisé pour dire que j'étais qu'une brute, alors que je passe l'essentiel de mon temps à tout trop intellectualiser, quitte à être cuistre, dans ma volonté de démonstration, etc. Et en fait, là, on m'a dit, tu vois, t'es une brute, t'es un facho. Et en fait, je suis allé tellement loin que la plupart des gens m'ont dit, ouf, merci, ça libère. Mais en fait, je vous pose honnêtement la question, c'est tenable, ça, comme stratégie? Personnellement, j'ai l'impression que je n'ai que ça. Je crois qu'il nous faut récupérer toutes nos émotions. Il y a un conformisme de la bien-pensance. On me racontait là qu'en Suède, il y a des entreprises, maintenant, vous êtes obligés d'arriver de bonne humeur au travail. Quoi qu'on vous fasse. Vous savez que dans les entreprises, on appelle ça le CHO, c'est le Chief Happiness Officer. Ah mon Dieu. Et donc, je connais très très bien une DRH qui a été sommée par l'injonction de son patron de porter ce message-là. Elle est partie en dépression. Elle a écrit un des plus beaux essais
sous forme de longs articles qu'elle a mis sur son blog et sur LinkedIn notamment, en décrivant magnifiquement cette machine de dictature du bonheur, quoi, qui rend les gens fous parce que c'est une injonction contradictoire par définition, puisqu'on vous oblige à faire partie de la bulle happy, hein, des beautiful people happy, alors même que vous pouvez arriver de mauvaise humeur en sachant que foncièrement vous êtes en train de vous faire entuber dans ce job, mais il faut être là en souriant, quoi. C'est comme le plaisir sexuel de l'OMS. Hein. Je veux dire, l'injonction au plaisir sexuel, comment couper tout, hein. Enfin, je veux dire, pour l'individu, c'est de cet ordre-là. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, nous, il faut qu'on récupère. Moi, je crois que la colère, ça peut être très, très... Moi aussi, je suis très colérique quand ça me chauffe trop. Et c'est important parce que, eh bien, pourquoi ça nous chauffe à un moment donné? Si on vient nous agresser, nos anciens... les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne se met pas en colère. Je trouve que c'est très sain de se mettre en colère. C'est très, très sain. Il y a une sorte de devoir moral de la colère, peut-être. Absolument. Une dimension structurante de la colère. Absolument. Passons vite la parole à Alain, puis ce sera... oui, Alain, il y avait Georges qui n'est pas encore passé. Le Christ, c'était pas un mielleux. Hein. Il a chassé les marchands du temple. Hein. C'était loin d'être un tiède. Hein. Dieu n'aime la pas colère a une dimension donc subversive aussi. Absolument. Alain, Georges, Philippe... non, Alain, Georges, Spartiate, Philippe, Souverainix. Il nous reste un quart d'heure, on va être efficace. Chaque question doit faire une ligne, merci. Pas d'exposé. Merci à nouveau. Il se trouve qu'avec tous les événements que les Français ont subis maintenant depuis 4 ans, ils sont sous le joug de la terreur en permanence. Quel est pour vous aujourd'hui l'état de l'opinion? Est-ce que vous pensez que c'est du genre ce qui ne me tue pas rend plus faible ou plutôt ce qui ne me tue pas rend vraiment plus fort? J'ai du mal à le dire parce que je suis quand même loin de la France. Je suis quand même à 10 000 kilomètres, donc je ne sais pas trop quel est l'état de l'opinion. Je fais l'hypothèse que les Français sont en majorité assez sidérés par l'ensemble de la dégradation de leurs conditions de vie, les discours paradoxaux, les injonctions, les passages à l'acte permanents de ce pouvoir, les idéologies multiples et variées. Donc je pense que ils ne savent plus où ils habitent. Mais c'est une déduction. C'est pas vraiment une prise de température. Donc j'ai du mal à le dire. Par contre, je voulais rajouter quelque chose sur la colère. La colère me paraît très saine du moment que on reste totalement maître de ce qu'on en fait. Parce que souvent, les pouvoirs attisent la colère pour amener dans un cycle de violence qui va permettre une répression. Le terme juste n'est-il pas d'ailleurs exaspération? Oui, l'exaspération, c'est très l'exaspération peut nous affaiblir. La colère est peut-être une forme de retrouvaille avec une force intérieure, me semble-t-il. Oui, c'est une force vivante, mais encore une fois, et il est de notre responsabilité de savoir ce que nous allons faire de cette colère. Vers quel type d'action nous allons c'est une énergie brute, vitale. Hein. Nous allons l'utiliser. Une énergie de survie, d'instinct de survie. Oui. Petite référence glissée par Amélie Ismaili, avec qui on en parle beaucoup. Oui. Quand on a parlé du CHO, du Chief Happiness Officer, j'incite tout le monde sur le space à lire Happycracy, qui est incontournable sur ce sujet-là. C'est où on est vraiment sur le culte du développement personnel, qui est en fait une espèce d'injonction à se dépasser, s'aligner soi-même, mais qui nous condamne à ne nous en prendre qu'à nous-mêmes en cas d'échec, alors qu'il y a une personne sur 10 000 qui sort véritablement son épingle du jeu. Ce serait trop long d'en parler. Passons la parole à donc Spartiate. Une question rapide, ensuite... En fait, c'était Georges avant, pardon. Excuse-moi, Spartiate, je sais que c'est horrible de faire ça. C'était bien Georges avant, je ne voulais pas le frustrer. Ensuite, c'est toi. Et ensuite, c'est Philippe. Excuse-moi. À toi, Georges. Il nous reste 11 minutes, mais vraiment 11 minutes, parce que Ariane part à 22h pétante. Donc, ok, bonsoir Ariane. J'ai eu une idée, je me demandais ce que vous en pensiez. Le rôle des espaces dérégulés de l'information, comme celui sur lequel on se trouve, à quelques exceptions près, moi je pensais que c'était possible que si nous avions que ça comme support de communication et d'information, les narratifs imposés par du coup les faiseurs d'opinion ne puissent fonctionner et que la société pourrait récupérer simplement par la force de la vérité, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas sûre d'avoir tout compris.
Euh, Essaye de reformuler ta question vraiment en une Oui, phrase moi, un peu plus simple. voilà. Ouais, donc les narratifs sont imposés par donc les médias qui ont une emprise sur nos opinions Oui. et nous démoralisent. Oui. Voilà. Que pensez-vous d'un espace dérégulé de l'information comme Twitter, comme remède à ce mal? Ah voilà. Pour Ok, donc l'instant, on revient sur le sujet des réseaux sociaux et d'une possibilité de Oui, liberté bah, et d'expression. je pense qu'il faut investir tous les espaces où il peut y avoir encore une liberté. Et la liberté, elle n'est pas sous condition, encore une fois. La liberté d'expression, elle est totale ou pas, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on nous a bien manipulés sur cette affaire en nous montrant des affreux personnages pour nous dire qu'il fallait voilà, la restreindre. Mais évidemment que c'était couru, que c'était pour la restreindre pour tout le monde après, quoi. Alors on passe merci. On passe la parole maintenant à Spartiate, avant Philippe, puis 92 Alain. Oui, bonsoir. Dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a une énergie un peu générale de la population. Et j'aurais voulu savoir si vous pourriez la relier à finalement une succession de stress post-traumatique qui aboutirait à une dissociation cognitive d'une grande partie de la population. Je ferai référence aux travaux de Pierre Janet et de Otto von Erhardt, pour citer qu'eux. Et quelle est la question? Oui. Ma question, c'était est-ce que vous pensez que l'énergie de la population qu'on voit, hein, qu'on regarde, est due à une succession de stress post-traumatique de tous les événements, et pour moi, le départ étant Covid. Voilà. Oui, absolument. Ben oui, mais de toute façon, avec la mise en scène théâtrale du Covid, ça a été quand même une mise en scène de séquestration par personne ayant autorité, de chantage et d'humiliation et de maltraitance psychologique jusqu'à des maltraitances physiques. Je rappelle quand même que dans beaucoup de régions du monde, les gens ont été laissés sans manger. Donc pendant plusieurs mois, et c'est important de le rappeler. Donc les maltraitances n'ont pas été que psychologiques. Jusqu'à des passages à l'acte, comme on a vu avec les suspendus, c'est-à-dire, par exemple, hein, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va traumatiser une partie des citoyens, on traumatise en réalité l'intégralité de la population. C'est comme si vous assistez à votre petit frère qui se fait tabasser, bah, c'est pas vous qui vous faites tabasser, mais en attendant, vous l'avez sous les yeux, vous en portez la culpabilité, et puis en plus, vous n'avez pas réussi à le défendre, et de toute façon, vous avez l'empathie parce que c'est votre petit frère. Donc c'est exactement pareil, en fait, dans la population. On a un cumul de chocs traumatiques qui crée cette sidération, cette passivité, cette apathie, bien sûr. Donc j'en profite pour dire un message très pessimiste d'un camarade qui s'appelle Thierry, qui cherche à monter sur le space depuis le début et qui bug. Lui, justement, lui égard à ça, est très pessimiste parce qu'il nous dit, pourtant, le déni perdure hein, post-Covid avec des gens qui subissent des effets secondaires. Oui. Ça le rend très pessimiste. Il voulait avoir votre réaction là-dessus parce qu'il sur la puissance du déni, en gros. La puissance du déni lui donne l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Est-ce que le déni, ça se surmonte? C'est toute la question qui m'était posée ce matin sur ligne droite, mais le déni, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une protection. C'est une protection psychique, c'est un pansement. Et que si on arrache le pansement pour la personne, elle a l'impression qu'elle va mourir. Donc, en fait, plus on va vouloir lui enlever son déni, plus elle va renforcer son pansement en disant tu touches pas. Et puis sinon, à un moment donné, elle va vous mettre une droite et puis après, elle va couper la relation. Donc, il faut pas y aller comme ça. Il faut l'aider à marcher autrement en dehors de ce pansement. Il faut surtout pas toucher la zone. Est-ce que ce déni ne relève pas de la phobie, justement, c'est-à-dire la peur de ce que l'on va ressentir si l'on est dans la situation qu'on redoute le plus? Non, c'est plus puissant que ça. Le déni, c'est vraiment, si je n'ai pas mon pansement, je me désagrège, je deviens fou. Je me déstructure, je me désagrège. Donc c'est très puissant. C'est le mécanisme de défense c'est la phobie en plus fort, je savais pas, vous voyez. C'est ça, c'est le plus puissant qui existe. D'accord. Donc, ce qui se passe, donc qu'est-ce qui va créer la levée du déni? C'est soit on sort la personne de la secte, mais là aujourd'hui, comment on la sort de la secte? On lui coupe l'accès à la télé, je sais pas. Mais la conclusion logique, c'est qu'il ne nous reste que le combat. Il nous reste la colère, il nous reste la transformation de cette énergie de l'exaspération en quelque chose de positif. Il nous reste que le combat. Est-ce que c'est pas aussi ce qui rend la chose complètement inévitable? C'est ce qui me fait très peur, honnêtement. Alors, j'ai pas l'impression qu'on peut s'en sortir sans une solution un peu brutale, quoi. Alors,
attention, enfin, moi, je vais donner mon opinion, encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Je pense que la solution, si le combat, c'est une solution violente, c'est exactement ce qu'attend le pouvoir totalitaire. C'est une logique mortifère. Alors, je sais, hein, il y en a plein, ils sont pas d'accord avec moi, ils veulent la révolution, etc. Moi, je vais vous dire mon avis franco. Tant que nous ne sommes pas capables de créer des groupes autonomes de 10 personnes pour faire la révolution, on ira dans le mur. Or, nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, de créer des groupes autonomes, vraiment avec des vraies autonomies de conscience, à 10 personnes. Alors, on va donner Écoutez, quoi c'est comme une leçon? question provocatrice de ma part, parce que je vous avoue, je suis totalement d'accord avec vous. Et je pense Mais on qu'on va va donner quoi réussir comme à créer leçon? des organisations résilientes avec des petites Par contre, entités autonomes. ce que je pense, c'est que, et ce qui me paraît extrêmement important, c'est que ce n'est pas la première fois que l'humanité traverse des âges barbares. Alors certes, on a la technologie, on peut avoir la sensation que c'est la première fois, etc. Bon, il faudrait quand même réfléchir de plus près à tout ça. Sur le plan technologique, c'est sûr que c'est sans doute la première fois qu'on veut nous fusionner, enfin, comme ça, de cette manière-là, avec la machine. Mais c'est pas la première fois qu'on traverse des âges barbares. Alors, ce qui se passe dans les âges barbares, c'est que il y a une éradication. Hein, enfin, c'est très mortifère. C'est encore une fois, c'est la pulsion de mort qui va sévir partout. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer des cellules de vie. Les cellules de vie sont aussi des cellules de conservation. Ce qui est très important et ça c'est aussi du combat. Mais c'est une autre forme de combat. C'est, je me bats pour le vivant. Qu'est-ce que je vais conserver? On voit bien, il y a une éradication des savoir-faire, il y a une éradication des connaissances, il y a une éradication de la culture, il y a une éradication des semences, il y a une éradication de tout le vivant. Et ce qui nous ramène évidemment à notre identité dont nous sommes privés. Voilà. Or, notre Privation identité, d'identité. c'est une identité humaine à l'humanité, mais c'est aussi une identité humaniste à nos ancêtres, à notre histoire, à ce qui a fait, ce qui nous réveille. Qu'est-ce qui nous réveille? C'est d'avoir des exemples, c'est de voir aussi ce qui a pu se faire de gigantesque, de magnifique, de beau dans le monde. Et on se dit, waouh, l'esprit humain, il a été capable de ça. Donc, il a été capable de ça. Donc, voilà. Et ça, je crois que c'est notre fonction aujourd'hui aussi de créer, entre guillemets, ces monastères au sens symbolique et réel du terme, qui sont aussi des endroits de conservation, qui sont aussi rikiki. C'est toujours été ça dans les âges obscurs. Et ça, il y a matière, vraiment. Pour tous ceux qui nous écoutent, hein, vous pouvez conserver ce que vous voulez, hein, mais c'est des lieux de conservation du fil du vivant avec nos ancêtres, ce qui a créé l'humanité. Il y a quand même, moi, c'est ce qui, en tout cas, me parle. Il y a quand même des œuvres qui ont traversé 2000 ans d'histoire par des moines copistes dans des âges absolument les plus barbares qui soient et qui nous sont arrivés. Et c'est notre mission aussi. Alors, 5 minutes, les 2 dernières questions. Je passe la parole à Philippe et ensuite à 92 Alain. Toujours des questions percutantes, les amis, s'il vous plaît. Bonsoir Madame Bilrand. Dans votre ouvrage, vous citez, vous faites allusion au livre de Madame Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Kaboul, et vous mettez en exergue une scène de lapidation pour expliquer ce qu'est votre concept de, comment aviez-vous dit déjà, c'était la contagion du délire, c'est ça, contagion du délire. Oui. Eh bien, je voulais savoir si vous considérez aujourd'hui les plateaux de télévision où l'on voit des va-t-en-guerre se succéder pour nous pousser à un conflit mondial comme une forme de contagion du délire. Merci beaucoup. Oui. À quoi reconnaît-on cette contagion? Encore une fois, il faut qu'on analyse la langue. Quel est le discours? Quelles sont les expressions? Quels sont les slogans? Sachant que je pense qu'en plus, c'est au-delà d'une contagion délirante, c'est une influence de propagande. Là, hein, je pense qu'ils ont des items. On est dans le psittacisme. Voilà, ils ont des slogans et tout ça à nous fourguer dans les médias d'influence de masse pour provoquer une contagion dans la population. Oui, pour provoquer des assimilations de slogans, de langage, etc. Et ensuite qui vont contaminer les esprits et faire en sorte que les uns et les autres deviennent
Comment on de les l'après-guerre. décontamine, les esprits? On les décontamine Comment on par... casse ça? Ça, c'est une question fondamentale. Donc, c'est Klemperer qui avait analysé Il la vous reste 30 démocratie, hein. secondes. Oh là là, waouh. Non, ok, on fera ça dans un prochain épisode. Non, ok, Oui. comment décontaminer les esprits, ça me semble un bon teaser. Qu'est-ce que vous en pensez? Un bon titre, Oui, hein? très bien. Ouais. Bon, allez, Faudra dernière que je consacre question un à peu plus de 92 temps. Alain, puisqu'après vous devez partir. Oui, bonsoir et merci à tous. Alors, sans vouloir être trivial ni réducteur, on a tous, je vois, une lecture de contrôle, de privation, de restriction de liberté, mais finalement, est-ce que tout ça n'est pas la simple conséquence d'intérêts privés financiers très concentrés, tout simplement? Oui, mais bien sûr, tout ça va ensemble. Mais tout ça va ensemble parce que ça crée la pathologie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez confisqué toutes les richesses, vous avez une certaine culpabilité. D'abord, il y a la manière dont on a confisqué les richesses qu'il faut interroger. Et puis après, il y a la confiscation elle-même des richesses. Donc, ça crée une culpabilité réelle qui crée des formes de pathologie. Bon, ben, les amis, on avait qu'une heure, hein, je suis navré, on va pouvoir rester entre nous après. 2 heures. Voilà, et puis je préfère que ça soit très efficace parce que la dernière fois, Ariane était vraiment à la bourre à cause de nous, on avait vraiment abusé. Là, je suis ravi que vous ayez tous été brillamment synthétiques. Merci, bravo, génial, super communauté. En plus, il y avait Merci. du monde, donc tout ce qui sert à propager, je dirais, l'intelligence de la situation amenée par une personne qui a profondément travaillé là-dessus, bah, évidemment, c'est bien. Donc, je suis obligé de vous demander hyper respectueusement, les amis, dès que j'aurai terminé, j'aurai coupé le space, retweetez-le, puisque ça veut dire que le replay sera visible à encore plus de monde. Je suis obligé de vous le demander, il n'y a pas de revenus cachés, mais c'est tellement important. Eu égard au sujet lui-même, qui est une mise en abîme idéale, c'est-à-dire si vous voulez un peu décontaminer tout ça, voire le déminer, puisque là, on est plus maintenant dans la logique belliciste, on est sorti de celle du viral, on est passé à la logique belliciste. Il faut déminer tout ça, et le seul moyen d'y arriver, c'est en effet d'expliquer aux gens qu'il y a tout un tas de biais à l'œuvre, et écouter Ariane Bilran, c'est ce que vous devez dire dans les réunions même de parents d'élèves, quand vous allez à l'école pour vos enfants et que vous rencontrez des gens qui ne sont pas au courant de tout ça. Voilà. Merci infiniment, Ariane. On sait que vous avez un call et une autre réunion, donc ça va, vous n'êtes pas trop en retard, 2 minutes de retard. Voilà, génial. Et puis je me permettrai de vous ressolliciter pour un autre épisode si on a réussi à vous prouver qu'on était efficace. Parfait, merci génial. À tous. Merci infiniment à vous. Et le second effet qui se coule, semaine prochaine, la vidéo sera en ligne. Parfait. Merci infiniment pour votre présence. Merci Ariane. Bonne soirée à vous. Moi, je vais rester avec les camarades sur le space. On va continuer à échanger parce que c'est important.